Maliennes, Maliens, Aoniche, Africaines, Africains, je vous salue, salam alaikum, Jambo, Bana, Bibara Alaïta, Mbote, Mbote, Mbote Nayo, Mbolo, me yega be bobasona, maumba buili, me lapte, me chateze, soyez salués Inakawana, soyez salués Jamna, où que vous soyez, bienvenue au programme de l'Afrique des libertés. Je vous y dis, Fotamana, Njanouo. Donnez ce programme au peuple africain des villages, des campagnes, des campements. Donnez ce programme dans les quartiers et dans les villes. Et je salue toutes les familles du monde entier qui projettent désormais nos conférences de décryptage politique, géopolitique, d'analyse, d'édification et d'éveil sur leur poste de télévision en famille, à la maison. C'est un honneur d'être accueilli chez vous comme une modeste lumière qui éclaire le chemin des luttes africaines de ce temps. Pour ouvrir notre ministère de communication politique du jour et d'éveil, de distribution des pains spirituels de la liberté, pour ouvrir notre festival des vérités crues, nous vous proposons de nous pencher sur un acte majeur qui vient d'être posé par le régime du général d'armée, son Excellence le président de la transition du Mali, Assimi Goïta. C'est un acte majeur qui consiste en une plainte historique introduite devant la Cour internationale de justice contre la République populaire démocratique d'Algérie d'Abdelmajid Tebboune. Dans la première partie de cette intervention, je voudrais vous faire entendre le texte de cette plainte, car certains ne l'ont ni entendu, ni écouté. Et dans la deuxième partie de cette analyse, je proposerai une interprétation, une compréhension de ce texte. Je montrerai notamment que ce texte-là est vraiment décisif. C'est un texte qui est décisif. C'est un texte qui est décisif pour l'avenir des relations, non seulement du Mali avec l'Algérie, mais l'avenir des relations de toute l'Afrique noire avec l'Algérie. Alors, on va écouter la déclamation de ce texte sur le site de l'ORTM par une journaliste. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance immatriculée TZ-98D des forces armées et de sécurité maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizawaten dans la région de Kidal. À cet égard, le gouvernement de la transition rappelle la tenue de son communiqué numéro 73 du 6 avril 2025 ainsi que ses différentes requêtes restées sans suite jusqu'à ces jours qui ont consisté à demander aux autorités algériennes les éléments probants de la prétendue violation de leur espace aérien par le dit drone. Le gouvernement de la transition rappelle que cette destruction du drone à l'intérieur du territoire malien constitue non seulement une agression, un acte hostile, inamical et condescendant de l'Algérie, mais aussi et surtout une violation manifeste du principe de non-recours à la force et un acte d'agression au regard de la résolution
ARS 29 3314 du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies des dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de son pacte de non-agression et de défense commune. Cette agression flagrante que le gouvernement dénonce avec force et dont le but a été d'entraver la neutralisation des groupes armés terroristes par les forces armées et de sécurité maliennes est le summum d'une série d'actes hostiles et d'agissements malveillants maintes fois dénoncés par les autorités maliennes et démontre clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Par cette requête introduite auprès de la Cour internationale de justice, le gouvernement de la transition du Mali réaffirme l'impérieuse nécessité pour les États parrains et exportateurs du terrorisme au Sahel de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale et de travailler de bonne foi pour contribuer à la stabilité, seul gage de la sécurité collective et du développement durable. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme. Voilà donc une lecture délivrée sur l'Office de radio-télévision malienne, l'une des chaînes de télévision les plus aimées des Africains aujourd'hui. Voilà donc délivré le communiqué que nous allons à présent analyser pour en dégager tous les enseignements politiques sous-jacents. J'ai publié la version papier de ce communiqué, signé par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, eh bien le général de division, docteur Abdoulaye Maïga. Ce communiqué est sous mes yeux. Nous prenons d'abord le premier paragraphe qui nous dit que le gouvernement de transition informe l'opinion publique que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Donc, dans le premier paragraphe de ce communiqué, l'information capitale est donnée. Le Mali porte plainte contre l'Algérie. Le Mali porte plainte contre l'Algérie parce qu'il y a un conflit irrésolu entre le Mali et l'Algérie. Le Mali décide de traîner l'Algérie en justice. On pourrait commencer par se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et il serait important de donner une brève rétrospective historique des relations algéro-maliennes. L'Algérie et le Mali partagent une très longue frontière sur le territoire africain. L'Algérie étant un pays du Sahara et le Mali étant un pays du Sahel. Vous savez que le Sahel et le Sahara sont une continuité géographico-climatique et historique. Depuis plusieurs millénaires, les peuples sahariens et sahéliens sont en brassage multiforme, en interaction multiforme. Mais un lien fort est né dans les relations entre le Mali et l'Algérie lorsque la puissance coloniale française, procédant par les moyens de la barbarie militaire, s'est emparée de l'actuel territoire algérien, tout comme de l'actuel territoire malien, soumettant les populations de l'actuel territoire algérien et les populations de l'actuel territoire malien à la férule du même joug, le joug colonial, à partir de la fin du 19e siècle. À partir de là, se constituait donc, du fait de l'expérience coloniale, une communauté de destin entre les peuples d'Algérie et du Mali, car ces deux peuples avaient à lutter contre le même ennemi, l'ennemi colonial français. Ceci va engendrer la deuxième phase fondamentale des relations algéro-maliennes, à savoir
la coopération des mouvements de lutte pour l'indépendance au Mali avec les mouvements de lutte pour l'indépendance en Algérie. La coopération anticolonialiste. C'est cette coopération anticolonialiste qui va notamment donc rassembler, côté Mali, le RDA, dirigé par l'excellent patriote révolutionnaire panafricaniste, le président Modibo Keïta, et de l'autre côté, côté algérien donc, le Front de libération nationale de l'Algérie, dont de nombreux dirigeants successifs seront des alliés objectifs du mouvement révolutionnaire du Rassemblement démocratique africain, dont le leader malien est Modibo Keïta, contre le colon français. Dans cette lutte, c'est le Mali qui va apporter à l'Algérie une aide stratégique d'une importance capitale pour la victoire du FLN contre le colonialisme français de De Gaulle. Le Mali va offrir son territoire comme base arrière à la résistance du Front de libération nationale d'Algérie. Plusieurs villes maliennes ont été les lieux de résidence des dirigeants algériens les plus importants de l'histoire. Wari Boumedienne, Ahmed Ben Bella, Abdelaziz Bouteflika, pour ne citer que cela, furent longtemps hébergés, nourris, soignés, protégés par la République du Mali quand il coordonnait la lutte armée du FLN contre l'armée française. De telle façon que l'Algérie a une dette de sang envers le Mali, parce que le Mali a protégé, a accueilli l'Algérie quand l'Algérie était torturée, persécutée et massacrée par l'armée coloniale française. Le Mali a protégé le sang algérien. Le Mali a protégé les dirigeants révolutionnaires algériens. Le Mali leur a servi de zone de repli stratégique, de zone de stockage d'armes. Le Mali leur a servi de base arrière pour contre-attaquer et frapper sur les flancs l'armée française jusqu'à obtenir le retrait total de l'armée française et l'indépendance, la souveraineté actuelle de l'Algérie. L'Algérie ne serait pas souveraine si elle n'avait pas bénéficié de la fraternité de lutte, de la fraternité d'armes du Mali. Voilà comment sont nés entre les dirigeants historiques du Front de libération nationale d'Algérie et les grands révolutionnaires d'Afrique subsaharienne un lien de fraternité précieux qui présidera pendant longtemps aux relations algéro-subsahariennes. Car c'est ce lien précieux qui va faire que l'Algérie, à son tour, va être le lieu de formation de plusieurs leaders révolutionnaires africains. Il est important que vous sachiez que les Nelson Mandela, de l'ANC et plusieurs de ses camarades, se formèrent en Algérie. Il est important que vous sachiez que l'Algérie a servi aussi de base arrière pour les révolutionnaires du Cameroun, de l'Union des populations du Cameroun. L'Algérie a servi de base arrière pour les révolutionnaires congolais, que ce soit du Congo-Brazzaville ou du Congo-Kinshasa, pendant la lutte contre le colon français et contre le colon belge dans ces pays. Une bonne partie du leadership révolutionnaire de la Namibie, de la Tanzanie, une bonne partie du leadership révolutionnaire de la Zambie, de l'Angola, une bonne partie du leadership révolutionnaire, du Mozambique, du Cap-Vert, de Sao Tomé, a été formé dans ces conditions en Algérie. Il y avait donc désormais, dans cette deuxième période de l'histoire des relations algéro-maliennes, une solidarité de lutte, un internationalisme révolutionnaire, anticolonialiste et anti-impérialiste. Ça, c'était la deuxième période, qui correspond globalement à la période des années
50 jusqu'au début des années 90. Une période cordiale, une période caractérisée par une très grande confiance dans les relations entre les dirigeants algériens du FLN et les dirigeants révolutionnaires panafricanistes et bien d'Afrique subsaharienne. Maintenant, dans les relations algéro-maliennes, il y a une troisième période. C'est celle qui commence dans les années 90 jusqu'aujourd'hui. D'abord, à la tête de l'Algérie, il se produit un phénomène dont on n'a pas bien mesuré toutes les conséquences. À la tête de l'Algérie accèdent des dirigeants qui ne sont pas idéologiquement structurés. Des dirigeants qui ne sont pas véritablement anticolonialistes ni anti-impérialistes. Des dirigeants qui sont essentiellement intéressés par l'argent du pétrole, par l'argent du gaz, essentiellement intéressés par la capture de l'État algérien au détriment du peuple d'Algérie lui-même. Une bourgeoisie militaire, une bourgeoisie industrielle, une bourgeoisie d'affaires capture le pouvoir en Algérie. Cette bourgeoisie se caractérise par une absence de conscience idéologique et historique, par un pragmatisme et un opportunisme politique échevelé. C'est une bourgeoisie militaro-civile essentiellement mercantile, capable de vendre son âme pour un plat de lentilles. Une classe politique pourrie prend le pouvoir en Algérie dès la fin des années 80. C'est celle-là qui va refuser le renouvellement démocratique de la souveraineté du peuple algérien qui s'est manifesté dans les élections de 1992. En effet, le Front islamique du salut d'Abbassi Madani a gagné les élections présidentielles de cette année-là en Algérie et les apparatchiks corrompus qui ont abandonné l'idéologie fondamentale du FLN. Le FLN, parti anticolonialiste, anti-impérialiste, parti solidaire des peuples d'Afrique subsaharienne en lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, ce FLN avait disparu en lieu et place d'une smala de généraux corrompus jusqu'à la moelle. Grands commerçants de drogue, prêts à coopérer avec tous les diables de la terre, à condition que tout cela se traduise par une accumulation irrationnelle de millions de dollars, de centaines de millions de dollars dans leurs comptes personnels en Algérie et hors d'Algérie, dans les paradis fiscaux et les paradis bancaires du Moyen-Orient notamment. Cette oligarchie militaro-civile corrompue, qui n'a rien à voir, réactionnaire, conservatrice, anti-révolutionnaire, va changer la politique internationale de l'Algérie envers les pays qui étaient historiquement ses amis en Afrique subsaharienne. Et c'est là que commence la trahison. La trahison contre l'Afrique subsaharienne en Algérie commence avec la trahison du peuple algérien en Algérie. Quand le parti historique a été pris en otage par cette oligarchie de généraux corrompus jusqu'à la moelle, quand le peuple algérien a été privé de sa souveraineté par, en réalité, une oligarchie anti-révolutionnaire, pro-impérialiste, pro-colonialiste, une oligarchie mercantile, corrompue, la politique internationale de l'Algérie, elle aussi, a connu une dégradation qualitative. Voilà comment, alors que l'Algérie était l'allié des peuples d'Afrique noire en lutte contre le colonialisme, elle s'est mise à s'installer dans la duplicité. La duplicité envers les pays d'Afrique subsaharienne. Elle s'est mise à s'associer ouvertement avec des puissances néocolonialistes, des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales contre l'Afrique subsaharienne. L'Algérie s'est mise à jouer au double jeu contre le Mali. Et ce double jeu de l'Algérie contre le Mali est incarné par l'un des textes les plus sales de l'histoire de la diplomatie. L'un des textes les plus moches de l'histoire de la diplomatie. Les néocolonialistes français, qui n'ont jamais renoncé à affaiblir le Mali pour pouvoir en exploiter les richesses stratégiques faramineuses, avaient incrusté dans la partie nord du Mali
des mouvements de rébellion ayant pour but de fragiliser l'État central malien et de l'obliger à faire les 4 volontés de Paris. C'est ce qu'on a appelé les mouvements sécessionnistes dits Touareg, les soi-disant mouvements sécessionnistes de l'Azawad. Tout cela est une création du colon français pour s'assurer que le Mali ne devienne pas une grande puissance, ce qu'il mérite d'être, avec ses plus de 1 241 000 km². L'Algérie se met à soutenir les mouvements sécessionnistes. Elle se met à soutenir les mouvements terroristes qui fragilisent le gouvernement central de Bamako parce qu'elle aussi veut avoir la même mise sur les richesses faramineuses du Mali. Le pétrole, le gaz, l'or, l'uranium, le manganèse du Mali, l'Algérie se met à faire comme les néocolonialistes français, comme les impérialistes moyen-orientaux et occidentaux, elle se met à faire double jeu avec le peuple et les gouvernements successifs du Mali, en soutenant d'un côté les rebelles et les terroristes et en faisant semblant de rester solidaire de l'autre avec le gouvernement légitime du peuple malien basé dans sa capitale, à Bamako. L'accord soi-disant de paix de 2015, présidé par l'Algérie, signé à Alger, entre le gouvernement central du Mali et les groupes terroristes prétendument sécessionnistes, avait pour but de rendre possible le démembrement progressif du Mali, la partition progressive du Mali, la décapitation de la tête du Mali, laquelle tête se trouve posée sur quelques-unes des plus énormes réserves d'or, réserves d'eau potable pure, réserves d'uranium, réserves de gaz, réserves de pétrole que la terre ait jamais portées. Si vous allez relire à tête reposée l'accord de paix d'Alger de 2015, il tente de consacrer le fait que il y aurait une autonomie relative qui serait accordée à la partie nord du Mali, et cette autonomie permettrait aux responsables politiques issus des mouvements sécessionnistes, rebelles et terroristes de négocier les richesses du nord du Mali avec des puissances étrangères, dont l'Algérie. Faisant de fait, en réalité, du gouvernement central du Mali, l'un des partenaires de l'exploitation des richesses du Mali, au même titre que les sécessionnistes, rebelles et terroristes, incrustés dans la partie nord de ce territoire, d'abord par les néocolonialistes français et occidentaux, et désormais bichonnés, encouragés par l'Algérie. Voilà donc la phase de la duplicité politique dans laquelle nous nous trouvons. Depuis les années 90 jusqu'à l'instant où je vous parle, nous sommes le 5 septembre 2025. La duplicité. Voilà l'histoire des relations. Voilà l'histoire des relations algéro-maliennes. Aujourd'hui, l'Algérie héberge les principaux chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'Algérie héberge Iyad Ag-Ghali, le cerveau du crime en territoire malien. Membre attitré d'Al-Qaïda, organisation terroriste qui se promène librement au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Moyen-Orient, et dont les dirigeants coopèrent en plein jour avec les principaux dirigeants occidentaux. On a vu récemment, par exemple, l'un des chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique, Ahmed al-Shara, prendre le pouvoir en Syrie avec le soutien des grandes puissances occidentales et être reçu par tous les principaux dirigeants du Moyen-Orient et tous les principaux dirigeants occidentaux. Le 7 mai 2025, le criminel terroriste Ahmed al-Shara était reçu avec tapis rouge au palais de l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Iyad Ag-Ghali et ses compagnons d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont hébergés, soignés, nourris en Algérie. C'est également le cas en Mauritanie. Et ils sont en train maintenant de se déployer vers le Sénégal. Tout ceci se fait dans une duplicité éhontée, dans un mépris de l'histoire, un mépris de la mémoire, un mépris de la gratitude, de la reconnaissance
qui devrait lier les peuples maliens et algériens, les gouvernements maliens et algériens. Si les ennemis de la conscience historique n'étaient pas au pouvoir à Alger. Donc voilà, déjà pour comprendre l'histoire de cette relation. Le deuxième paragraphe maintenant souligne l'incident que le Mali a considéré comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'incident de trop. Qu'est-ce qui est de trop dans cette affaire? Cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance immatriculé TZ-98D des forces armées et de sécurité maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten dans la région de Kidal. Ce deuxième paragraphe du communiqué souligne que l'Algérie a posé un acte de guerre contre le Mali, en territoire malien. Le Mali et son armée sont les souverains sur leur territoire. Le Mali fait voler un drone dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, dans son territoire, à Tinzaouaten. L'Algérie abat le drone malien après avoir fait irruption dans le territoire malien. Il s'agit d'un acte délibéré d'agression armée, d'agression militaire. Il s'agit d'une violation de la souveraineté du Mali. C'est un acte de guerre. C'est un acte qui vaut même littéralement une déclaration de guerre. C'est un fait. Et je tiens à souligner ici que ce fait n'a pas été contesté par l'Algérie. Le fait de la destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie n'a pas été contesté par l'Algérie. Ce qui est contesté par l'Algérie, c'est que cette destruction se soit produite en territoire malien. L'Algérie prétend que la destruction s'est produite en territoire algérien. Le Mali, dès les premières heures de l'acte délibéré d'agression, a souligné et donné toutes les preuves et indiqué qu'il possédait toutes les preuves que la destruction de son drone ne s'est pas produite dans le territoire algérien, où les drones maliens n'ont rien à faire, mais dans le territoire malien, où les drones maliens ont le droit souverain d'opérer. On passe au troisième paragraphe. À cet égard, le gouvernement de la transition rappelle la teneur de son communiqué numéro 73 du 6 avril 2025, ainsi que ses différentes requêtes restées sans suite, jusqu'à ce jour, qui ont consisté à demander aux autorités algériennes les éléments probants de la prétendue violation de leur espace aérien par le dit drone. Le troisième paragraphe montre la bonne volonté des autorités maliennes. Le Mali a dit à l'Algérie, vous dites que notre drone a été abattu dans votre territoire. Donnez-nous les preuves. Un État qui affirme une thèse doit être capable de soutenir cette thèse par des arguments et ces arguments par des preuves. Donnez-nous les preuves que notre drone était chez vous quand il a été abattu. Si vous nous donnez les preuves que notre drone était chez vous quand il était abattu, nous vous présenterons nos excuses et même nous nous engagerons à vous payer des dommages et intérêts pour cette intrusion chez vous. Mais tant que vous n'êtes pas capable de nous donner les preuves que notre drone a été abattu dans votre territoire, nous exigerons que justice nous soit rendue. Voilà ce que signifie le troisième paragraphe. Et en effet, depuis le mois d'avril 2025, que le Mali a demandé à l'Algérie de prouver ses accusations contre le Mali, l'Algérie n'a pas daigné donner l'ombre d'une seule preuve que le drone qu'elle a reconnu avoir abattu se trouvait en territoire algérien. D'où, quatrième paragraphe. Le gouvernement de transition rappelle que cette destruction du drone à l'intérieur du territoire malien constitue non seulement une agression, un acte hostile, inamical et condescendant de l'Algérie, mais aussi et surtout une violation manifeste du principe de non-recours à la force et un acte d'agression au regard de la résolution numéro ARS 29-3314 du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies, des dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de son pacte de non-agression et de défense commune. Ce paragraphe indique la compréhension malienne de l'acte algérien. Quels sont les fondements de l'acte algérien? Bon, d'abord, c'est un acte de guerre. C'est un acte délibéré de guerre. C'est une agression armée. C'est une violation du droit international. Elle est flagrante.
Ça, c'est un. Mais qu'est-ce qui pousse l'Algérie à faire cela? Le Mali dit, l'Algérie le fait parce qu'elle est dans une posture d'hostilité, d'inimitié et de condescendance. D'abord, hostilité. L'Algérie est dans une posture d'hostilité parce qu'elle soutient les groupes terroristes qui attaquent le Mali. Hostilité de hostis signifie la guerre. L'hostilité, c'est le fait de traiter l'autre comme un ennemi. C'est un acte, en fait, d'inimitié, mais d'inimitié criminelle. Hein, le mot hostilité dérive, eh bien, du latin hostis, qui veut dire celui qui est considéré comme un ennemi de guerre. Deuxième élément, c'est un acte inamical. Il est inamical pourquoi? Parce que c'est un acte qui nie l'enseignement de la relation historique entre les peuples algériens et maliens et entre les mouvements d'indépendance d'Algérie et du Mali pendant pratiquement 100 ans. Il s'agit vraiment d'une injure, d'un immense crachat jeté sur l'histoire algéro-malienne par le régime d'Abdelmajid Tebboune. Il y a un troisième élément qui explique l'acte, c'est la condescendance. Et il faut creuser cette notion, la condescendance. Pourquoi y a-t-il condescendance? Parce qu'en fait, les relations entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne sont travaillées par un problème très ancien. C'est le problème du racisme. Et ce problème du racisme trouve son origine dans la traite négrière pratiquée par les populations arabes. Dans les périodes terribles, eh bien, des 4e au 11e siècle, voire même jusqu'au 14e, 15e, 16e siècle. Un certain nombre de puissances du Moyen-Orient arabe et de l'Afrique du Nord ont participé violemment aux traites négrières. Ainsi, dans l'inconscient collectif et dans la mémoire des peuples d'origine arabe, donc originaires du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, on trouve une sédimentation, on trouve la présence du préjugé, de la supériorité de l'arabe sur le noir. C'est de cela qu'il est question dans le concept de la condescendance, le fait de se croire supérieur aux autres. La condescendance n'est pas fondée. La condescendance est un préjugé, c'est une illusion, c'est une arrogance du moi, nourrie par les mythes destructeurs de l'histoire. Dans la psychologie des dirigeants algériens, on voit très bien qu'il y a des traces, des réflexes des négriers d'antan. Et les nombreuses brutalités, les nombreux sévices dont les populations subsahariennes sont victimes en Afrique du Nord sont la continuité contemporaine de cette politique raciale, de cette politique discriminatoire, de cette haine, de ce mépris, de cette condescendance, qui est un vrai problème à traiter. Car aujourd'hui, les subsahariens sont les populations les plus méprisées d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et ce sont les populations les plus méprisées d'Europe et d'Amérique. Les subsahariens, les Africains. Cette structure du mépris, cette structure de domination, elle est assise sur les traites négrières arabes. Elle est assise sur les traites négrières atlantiques occidentales. C'est la couche profonde de la psychologie politique négative de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient envers l'Afrique au sud du Sahara. C'est cela qui explique même que une bonne partie des populations d'Afrique du Nord ne s'appellent pas elles-mêmes africains. Elles s'appellent arabes. Et elles appellent africains essentiellement les populations de peau noire, originaires de l'Afrique subsaharienne. La condescendance dont il est question, c'est cela. Parce que quand on demande au gouvernement algérien de s'expliquer sur son agression, il ne refuse pas de s'expliquer sur son agression uniquement parce qu'il n'a pas d'explication. Il refuse de s'expliquer parce qu'il considère que le Mali ne peut pas exiger de l'Algérie qu'elle réponde. Pourquoi? Parce que les dirigeants algériens sont héritiers du préjugé que l'arabe est supérieur au noir. C'est ce que dit le communiqué. Voilà le fond. Vous comprenez? La condescendance.
Mais comment est-il possible que l'arabe soit supérieur au noir, alors que ce sont les noirs qui ont accueilli les arabes en Afrique? Alors que les arabes ont trouvé une terre parce que les noirs la leur ont cédé. Parce que le continent africain, c'est la patrie des noirs. Le nom originel de l'Afrique, c'est Kemet. Et Kemet, dans la langue négro-égyptienne originelle, signifie pays des hommes à la peau noire. Les Arabes qui peuplent le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, l'Algérie, qui peuplent même le nord du Mali, une partie du nord du Niger, qui peuplent l'Égypte, sont originaires du Moyen-Orient, de l'Arabie. Les populations autochtones de la totalité du continent africain sont des populations noires. Et voilà pourquoi même chez les Arabes d'Afrique du Nord, on parle d'Africains pour parler des Noirs. Beaucoup d'Arabes d'Afrique du Nord ne se présentent pas eux-mêmes comme Africains. Ils se présentent comme Arabes. Parce qu'ils sont orientés vers l'Arabie, qui est leur pays d'origine. Voilà la vérité, qui est dans le communiqué et dans le paragraphe 4. C'est un acte d'agression d'origine en fait raciste. C'est parce qu'ils estiment que le Mali n'a pas le droit de bénéficier des richesses faramineuses de la partie nord de son territoire. Parce que si le Mali pouvait exploiter en paix son or, son gaz, son pétrole, son eau potable, dont elle dispose à gogo, notamment par exemple dans sa partie nord. Si le Mali pourrait le faire, le Mali serait une puissance économique supérieure à celle de l'Algérie. Parce que dans le sous-sol algérien, il y a essentiellement du gaz et du pétrole. Le sous-sol algérien n'est pas aussi diversifié en matière première que le sous-sol malien. Donc pour les dirigeants algériens actuels, il n'est pas normal que le Mali devienne une grande puissance parce que cela inverserait la hiérarchie anthropologique entre l'arabe supposé supérieur et le noir supposé inférieur. Si une grande puissance apparaissait donc, si le Mali devenait une grande puissance économique, une grande puissance militaire, eh bien pour les dirigeants algériens, et cela est présent dans la psychologie arabe, cela voudrait dire que des inférieurs deviendraient des supérieurs. Et cela est insupportable. Il faut donc saboter, par tous les moyens possibles, les efforts de souveraineté, de prospérité de l'Afrique subsaharienne, afin de maintenir, à travers la supériorité militaire ou économique de l'Algérie, le mythe de la supériorité raciale. Voilà le raisonnement. Voilà le raisonnement. Vous comprenez? Le fond de leur affaire, c'est une Afrique puissante. Et la remise en cause du mythe de l'Africain inférieur à l'arabe ou inférieur au blanc. Il faut donc tout faire pour que l'Afrique demeure impuissante, que les États d'Afrique subsaharienne demeurent faibles, pour que le préjugé racial sur lequel surfe encore une bonne partie des opinions arabes, des opinions du Moyen-Orient et des opinions occidentales, pour que ce préjugé vive, il ne faut pas qu'émergent des puissances africaines. Car comment pourra-t-on expliquer au peuple algérien, marocain, libyen, tunisien, que les Africains sont des hommes comme eux, que les Africains ne sont pas des hommes au même titre qu'eux-mêmes, alors que les Africains vivront dans des conditions meilleures qu'eux. Il faut que vous compreniez que c'est un vrai problème psychologique dans une certaine élite politique, discriminatoire, qui prospère encore en Afrique du Nord. Une Afrique puissante est contrefactuelle. C'est une Afrique dont la puissance serait une contestation de la hiérarchie ontologique fabriquée par l'histoire. Donc il faut que l'Afrique soit impuissante pour que le racisme soit justifié. Vous comprenez? Ils ont besoin d'une Afrique impuissante pour que leur racisme vive longtemps. Pour se sentir supérieur, il faut que les Africains soient pauvres. Pour se sentir supérieur, il faut que les Africains soient des migrants de la faim. Pour se sentir supérieur, il ne faut pas que les armées africaines atteignent leurs armées. Il ne faut pas que les multinationales africaines dépassent leurs multinationales. Non. Il est important dans la psychologie, négrière arabe, la psychologie raciste arabe, il est important que les pays africains demeurent pauvres.
D'où la participation active à tout ce qui déstabilise. Aujourd'hui, le Burkina, le Mali, et bien le Niger, même le Tchad, le Cameroun, le Nigeria. Il faut les déstabiliser pour leur imposer de brader leur gaz, leur pétrole, leur or, leur uranium, leur manganèse. Il faut les déstabiliser pour imposer les multinationales algériennes. Voilà le plan. Voilà le plan. Et donc, allons-y au paragraphe 5. Cette agression flagrante que le gouvernement dénonce avec force et dont le but a été d'entraver la neutralisation des groupes armés terroristes par les forces armées et de sécurité maliennes est le summum d'une série d'actes hostiles et d'agissements malveillants, maintes fois dénoncés par les autorités maliennes et démontre clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. C'est-à-dire que, ici, le Mali opère une distinction fondamentale et invite l'opinion à ne pas confondre le peuple algérien et le régime algérien. Ce qui est dénoncé ici, ce n'est pas le peuple algérien, mais c'est le régime algérien. Car, en fait, les autorités maliennes font l'analyse que même le peuple algérien est victime de son régime. Parce que c'est un régime anti-panafricaniste, anti-révolutionnaire, c'est un régime anti-populaire. C'est une dictature. L'Algérie est dirigée par une dictature. Donc les dirigeants maliens intègrent cela. Et au lieu d'accuser inutilement le peuple malien, les dirigeants maliens accusent le régime algérien. C'est-à-dire Abdelmajid Tebboune et ses compagnons. Alors, pourquoi le régime algérien a-t-il choisi d'héberger les groupes terroristes? J'ai déjà expliqué. Pour empêcher le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pour empêcher l'Afrique subsaharienne de devenir un système de grande puissance. Et pour imposer des relations économiques en faveur de l'Algérie et en défaveur des pays d'Afrique subsaharienne, les dirigeants algériens actuels ont choisi d'entretenir le terrorisme dans tout le Sahel. Entretenir le terrorisme étant pour eux une condition pour forcer la main aux dirigeants nigériens, burkinabés, maliens, aux dirigeants même du Nigeria. Leur forcer la main pour qu'ils leur accordent la priorité sur l'exploitation des ressources stratégiques de ces pays passe par le fait de les entretenir en fragilité et en insécurité. Est-ce que vous comprenez le plan? Est-ce que vous comprenez bien le plan? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune est un protectorat des terroristes. C'est le parrainage du terrorisme comme élément essentiel de l'influence économique, de l'influence politique, de l'influence géostratégique. C'est la logique dans laquelle est installé l'actuel gouvernement algérien. Dernier grand paragraphe du communiqué. Par cette requête introduite auprès de la Cour internationale de justice, le gouvernement de la transition du Mali réaffirme l'impérieuse nécessité pour les États parrains et exportateurs du terrorisme au Sahel de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale et de travailler de bonne foi pour contribuer à la stabilité, seul gage de la sécurité collective et du développement durable. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Alors, ce dernier paragraphe, en tout cas, est très important. Il indique que la démarche qui est entreprise contre l'Algérie va être entreprise contre tous les États qui parrainent les groupes terroristes. Tout État qui héberge consciemment et sciemment des responsables d'attaques terroristes contre le Mali va se retrouver devant la justice internationale. Implicitement, le Mali avertit la Mauritanie que ça va finir, ça va aller à la justice internationale. Implicitement, le Mali avertit la France que ça va aller devant la justice internationale maintenant. La fameuse plainte qui date du 15 août 2022, accusant la France, elle va déboucher sur une affaire devant la justice internationale. Le Mali avertit le Sénégal, qui héberge l'ambassadeur d'Ukraine, qui a avoué avoir participé à l'attaque terroriste de juillet 2024 à Tinzaouaten, en collaboration avec Al-Qaïda et l'État islamique. Le Mali dit au Sénégal, cette affaire
d'héberger, eh bien, les dirigeants terroristes ukrainiens qui ont tué des soldats maliens sur votre sol, cette affaire va aller devant la Cour internationale de justice. C'est ça le fond du message. Les États parrains et exportateurs du terrorisme au Sahel. Qui exporte le terrorisme au Sahel? C'est l'OTAN à travers le saccage de la Libye. Parce que grâce au saccage de la Libye par l'OTAN, le Sahel a été envahi par les groupes terroristes qui avaient travaillé avec l'OTAN en Libye. Lisez le maître ouvrage de cette année 2025, sorti de la plume de votre humble serviteur. L'impérial terrorisme. Lisez ce livre. Lisez-le et faites-le lire. Tous les éléments indiquant la nature impérialiste occidentale et moyenne-orientale de l'agression terroriste que subit l'Afrique, ils sont rassemblés en 6 preuves irréfutables. Personne ne peut se tenir devant nous. J'en profite pour rappeler que Mme Tulsi Gabbard, que j'évoque souvent comme directrice du renseignement, elle n'est pas la directrice de la CIA, elle est la directrice d'une 20aine d'agences de sécurité américaines. Et c'est elle qui a dit, j'ai honte de devoir reconnaître que nous sommes à l'origine du financement des groupes terroristes qui ensanglantent le Moyen-Orient et l'Afrique. Tulsi Gabbard, la chef, la grande patronne d'une 20aine d'agences de renseignement et de sécurité. Celle qui chapeaute même la CIA, comme me l'a rappelé utilement, eh bien, notre antenne américaine de l'Institut de l'Afrique des libertés. Et que je remercie. Donc, il faut parfaitement comprendre ici que le dernier paragraphe de ce communiqué est un avertissement sans frais à tous les pays africains. C'est valable pour la Côte d'Ivoire de Ouattara. C'est valable pour le Bénin de Patrice Talon, qui héberge, eh bien, des puissances et qui héberge des forces participant aux actes d'agression terroriste. Ce que le Mali dit, c'est que c'est un contentieux multidimensionnel qui commence. Ce que le Mali a commencé avec l'Algérie, il indique ainsi qu'il est prêt à le continuer avec la Mauritanie, avec la Côte d'Ivoire, avec eh bien, le Bénin, avec le Niger, avec le Bénin, avec le Sénégal, tous les pays qui sont complaisants envers les terroristes vont se retrouver obligés de s'expliquer. Alors, en conclusion, quels sont les enseignements qu'il faut tirer de cette démarche malienne? Alors, le premier enseignement, c'est que le Mali montre la voie du courage diplomatique international à tous les peuples africains agressés par les organisations terroristes parrainées par les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales et moyen-orientales. Tous les pays africains, là encore le Mali montre le chemin, qui sont victimes d'Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont des organisations créées par les renseignements généraux occidentaux et moyen-orientaux pour déstabiliser l'Afrique. Tous les pays africains devraient se constituer comme le Mali, devant la Cour internationale de justice, contre non seulement les pays qui parrainent les groupes terroristes, mais les dirigeants de ces pays. Rendez-vous compte qu'ici en France, un mandat d'arrêt international vient d'être lancé contre l'ancien président syrien Bachar el-Assad, au motif que quand il était président, un journaliste français a été assassiné en Syrie. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui et une dizaine d'anciens dirigeants syriens. Vous vous rendez compte? Mais écoutez, depuis, mettons seulement 2011, après l'invasion et la destruction de la Libye par l'OTAN, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, ce sont des centaines de milliers d'êtres humains qui ont perdu la vie au Sahel, qui ont perdu la vie au Nigeria, au Cameroun, au Tchad. Ce sont des centaines de milliers d'êtres humains qui, indirectement, à travers les morts de ces victimes directes, ont également perdu la vie. Est-ce que vous trouvez normal que nous ayons des États, des gouvernements? Est-ce que vous trouvez normal que nous ayons des juristes, que nous ayons des magistrats? Est-ce que vous trouvez normal que nous ayons des tribunaux? Est-ce que vous trouvez normal que nous ayons des diasporas outillées en matière juridique?
et que tout cet immense crime qui est commis contre les peuples africains depuis plusieurs années ne soit pas l'objet, ne serait-ce que d'un contentieux international? Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que vous trouvez normal que le Cameroun n'ait jamais porté plainte contre les puissances de l'OTAN qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique? Donald Trump, l'actuel président américain, a avoué que c'est l'administration Obama qui a créé l'État islamique. Boko Haram, qui est un démembrement de l'État islamique et d'Al-Qaïda, tue les gens au Cameroun. On prétend avoir des juristes au Cameroun. On prétend avoir des tribunaux au Cameroun. On prétend avoir un ministre délégué de la justice au Cameroun. Qu'est-ce qui empêche les tribunaux camerounais, pour prendre cet exemple, de se saisir? De se saisir, par exemple, des aveux. Excusez-moi, Voilà. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, les tribunaux camerounais de se saisir des aveux des officiels américains? Quand les officiels américains, Tulsi Gabbard, Elon Musk, se tiennent debout devant le Parlement américain et disent « Oui, l'USAID a financé les groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique et le Moyen-Orient. » Qu'est-ce que nos dirigeants veulent comme autre preuve pour déclencher les poursuites? Si ce n'est parce que, en fait, nos dirigeants, dans la plupart de nos pays africains, volent l'argent public africain pour aller le cacher dans les banques américaines, dans les banques occidentales, dans les paradis fiscaux, et ont peur, en menant ces poursuites, qu'on leur arrache l'argent qu'ils ont volé à nos peuples. Qu'est-ce qui peut expliquer, si ce n'est cette dépendance, leur main dans la bouche de l'Occident? Qu'est-ce qui peut expliquer cette lâcheté? Regardez un pays comme le Nigeria. Il y a des centaines de milliers de Nigérians qui ont trouvé la mort. Les dirigeants nigérians savent qui a créé Al-Qaïda, qui a créé l'État islamique. Il n'y a pas un seul tribunal du Nigeria qui mène une enquête lui permettant de dire, mais le Qatar, l'Arabie Saoudite, vous hébergez l'État islamique. L'OTAN, vous avez opéré avec l'État islamique en Libye. Bon, nous vous demandons de venir répondre ici au tribunal, au Nigeria. Car vous êtes co-responsable de l'assassinat de milliers, de dizaines de milliers et de centaines de milliers de nos concitoyens. Qu'est-ce qui empêche le Nigeria de le faire? C'est que l'élite politique nigériane est corrompue. Elle est mêlée à des conflits d'intérêts abyssaux avec l'élite politique corrompue de l'Occident et du Moyen-Orient. Voilà pourquoi ils n'osent pas ouvrir les tribunaux pour cela. Donc, une fois de plus, le Mali montre le chemin à l'Afrique. Inéluctablement, les autres pays de l'AES vont porter plainte devant la Cour internationale de justice. Pour une deuxième raison. Mais cela permet justement à l'information scientifique accumulée depuis plusieurs années sur le parrainage, l'armement, le financement, la médiatisation du terrorisme. Il faut que cette information scientifique atterrisse sur la table de la justice internationale. Même si on sait que cette justice internationale est largement encore sous le contrôle de l'Occident, ce sera un coup dur sur le plan moral et psychologique pour les impérialistes occidentaux de voir les preuves de leur haute criminalité internationale débattues au tribunal. Si le président Laurent Gbagbo a pu sortir de la haie, c'est parce que le débat sur la crise électorale et post-électorale ivoirienne a eu lieu publiquement. Les juges de la haie à la CPI savaient que ce qu'ils diraient dans le procès de Laurent Gbagbo était regardé par tous les peuples européens, américains, asiatiques et africains. Ce n'était pas un procès à huis clos. Ce n'est pas un procès dans une caverne obscure, sans porte ni fenêtre. C'était un procès en mondovision. Cette plainte donc devant la Cour internationale de justice va exposer en mondovision la participation des grandes puissances occidentales à la déstabilisation terroriste de la planète. C'est un super coup dur que le Mali vient de porter à la superbe, à la faconde, à la prétention morale de l'Occident politique. Et, je vous le dis, sans risque de me tromper, à partir du moment où le Mali, qui préside actuellement à la Confédération des États du Sahel, a porté cette plainte, il s'ensuit que le Burkina Faso et le Niger en sont solidaires. Ils en sont solidaires. Et le Burkina Faso et le Niger ont également de la documentation pour abonder et emboîter le pas au Mali. Alors,
Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Gabon, vous êtes au Congo, vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes en Angola, vous êtes au Mozambique, vous êtes au Togo, vous êtes au Bénin, et vous prétendez que vos dirigeants sont panafricanistes. Voici une occasion. Tous ces pays-là sont frappés par les terroristes. Voici une occasion pour les soi-disant panafricanistes du bout des lèvres qui s'improvisent comme tels à travers leurs roquets médiatiques. Voici l'occasion de montrer. Le Mali a montré que c'est possible. On peut traîner l'Algérie en justice pour agression, pour soutien au terrorisme. Si on peut le faire pour l'Algérie, mais on peut le faire pour la Mauritanie. On peut le faire pour la Côte d'Ivoire de Ouattara. Oui, on peut le faire pour le Bénin de Talon. On peut le faire pour les pays de l'OTAN qui ont saccagé la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. On peut leur porter plainte. Et on doit le faire. C'est le grand enseignement de cette plainte. Parce qu'en fait, les dirigeants algériens se sont longtemps bercés de l'illusion qu'ils étaient incontestables. Qu'aucun pays en Afrique subsaharienne ne pouvait se tenir devant eux pour dire « venez répondre au tribunal ». Maintenant qu'ils sont convoqués devant la Cour internationale de justice, ils ont deux cas, les dirigeants algériens. Premier cas, ils refusent de se présenter. Ce qui est un camouflet absolu, puisque qui ne dit mot consent. S'ils refusent de se présenter, le monde entier retiendra que, eh bien, ils ont eu peur de faire face à leur forfait. Deuxième cas, ils se présentent. Et là, incontestablement, le Mali va les étaler. Puisque le Mali possède des preuves irréfutables de la participation de l'Algérie à la déstabilisation terroriste de son sol. Et en particulier, pour ce qui est de l'incident du drone, le Mali a des preuves incontestables qu'il a été abattu par l'armée algérienne en territoire malien. Donc en fait, l'Algérie est prise au piège du droit. Elle refuse de venir devant la Cour internationale de justice. Elle s'accuse. Elle vient devant la Cour internationale de justice et sera accusée et condamnée. Voilà un coup de maître du président Assimi Goïta et de ses compagnons. Car dans les deux cas, ils gagnent. L'Algérie fuit, le Mali a gagné. L'Algérie vient, le Mali prouve, le Mali gagne. Ça s'appelle faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups. Puissent les dirigeants africains s'inspirer de l'exemple malien. Puissent les tribunaux africains ouvrir les procès des crimes subis par les Africains. Puissent les dirigeants africains permettre au ministère de la Justice et aux tribunaux compétents de s'emparer des crimes perpétrés contre les Africains par des puissances étrangères. Ici, les juges français ont lancé un mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad parce que ses troupes sont supposées avoir tué un journaliste français. Mais combien d'Africains ont été tués par les troupes françaises, par les troupes britanniques, par les troupes américaines, par les troupes allemandes, par les troupes italiennes? Combien d'Africains ont été massacrés par les troupes belges? Qu'est-ce que le Congo, Kinshasa, attend pour ouvrir le procès des massacres, eh bien, belges? Qu'est-ce qu'ils attendent, ceux qui sont allés dans les facultés de droit, pour adresser la facture de ces crimes à la Belgique? Qu'est-ce qu'ils attendent? Le Mali montre que c'est possible. Et si nous avons créé l'Institut de l'Afrique des libertés, nous, Niamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, c'était pour montrer que c'est possible. Je salue les autorités maliennes pour le courage de la vérité et justice, le courage matocratique qui les anime. Je les salue. Béni soit-elle. J'appelle toutes les autorités de tous les pays africains à emboîter le pas au Mali et à mettre au contentieux international les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les génocides, les massacres coloniaux, les pillages, les spoliations que l'Afrique a subies. Tout cela au tribunal maintenant. Justice now.
Tout cela doit aller au tribunal maintenant. L'ère africaine du verseau a sonné. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Evobi, le temps de la lâcheté est terminé. Temps de la lâcheté à Bana, peu. L'heure du courage de la vérité est venue. Ayame wa. Quand on vous dit que le président Assimi Goïta abat un travail monumental, voilà une preuve. Voilà une preuve. Voilà encore un chemin qu'il vient d'ouvrir. Aurons-nous le courage de marcher à ses côtés? Ou aurons-nous la lâcheté de laisser le Mali seul crier pour toute l'Afrique? Nous avons choisi d'accompagner le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les étoiles polaires de la révolution africaine. C'est pour cela que nous avons créé l'Institut de l'Afrique des libertés. Et je voudrais réitérer ici aux dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger que nous possédons l'un des collectifs d'avocats les plus intrépides qu'on puisse compter aujourd'hui en Afrique. Le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés. Dirigé ce collectif par Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr se tient à la disposition de tout pays africain qui veut porter devant les juridictions internationales les causes légitimes des populations africaines spoliées, meurtries, blessées, pillées. C'est dans ce cadre que les avocats de l'Institut de l'Afrique de la liberté ont accepté de se constituer pour la défense du pauvre Mustapha Banga, assassiné en septembre 2023 à l'ambassade de France au Niger. Oui, l'affaire est à l'examen. Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr et ses compagnons, Maître Sylvain Senda, Maître Alexis Iou, sont à l'œuvre dans le dossier. L'Institut de l'Afrique des libertés se tient disponible pour tout État africain qui, comme le Mali, comme le Niger, parce que le Niger a donné mandat aux avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés pour assister la famille Banga. Mais oui. Donc, dans ces conditions-là, il faut que les Africains se réveillent partout. Il faut que la lâcheté africaine recule. Il faut que les Africains et les Africaines arrêtent de raser les murs de la planète. Défendons crânement nos droits. Défendons crânement nos droits. Arrêtons de nous réfugier dans la fausse solution de la peur. La peur ne sauve personne. Les milliers, les centaines de milliers de victimes du terrorisme avaient peur. Ça n'a pas empêché que l'on pose des actes terroristes contre elles. La peur ne sauve personne. Elle ne sauve ni les peureux ni les non-peureux. La peur ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la lutte. Ce qui sauve, c'est la lucidité. Ce qui sauve, c'est le courage. Ce qui sauve, c'est l'effort, le travail. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Et là, voilà le Mali qui montre le chemin. Pendant qu'il y a des malins qui passent leur temps à vouloir saboter la révolution malienne. Des espions infiltrés pour monter des coups d'État néocolonialistes. Voilà le Mali qui montre encore le chemin aux Africains. Venez encore dire que ce que le président Goïta vient de faire là n'est pas bon. Nous publierons bientôt notre livre sur les grands pas de la révolution malienne, du Mali Koura, sous le leader Assimi Goïta. Ça fait partie des grands pas. Prendre l'Algérie, la mener au tribunal. Il y a des gens qui pensaient que ce n'était pas possible. Que les gros yeux d'Abdelmajid Tebboune effraieraient les dirigeants d'Afrique subsaharienne. Oh que non. Assimi Goïta lui dit, au tribunal. On va au tribunal, là-bas. Si tu ne viens pas, comme je vais déposer les preuves, tu seras condamné par défaut. Si tu viens, comme j'ai les preuves, tu seras condamné en présence.
Donc tu perds ou tu perds. Là-bas, à la Cour internationale de justice. Soutien total aux avocats de l'État du Mali dans cette affaire. Une fois de plus, je dis à l'État du Mali, si vous avez besoin du soutien de notre collectif, nous le mettons à votre disposition. Il faut que ce soit une marée de robes noires, extraordinairement spécialisée, qui débarque à la Cour internationale de justice. Nous avons la capacité de mobiliser cette marée de robes noires. Moi, votre serviteur, je bénéficie, moi tout seul, de plus de 10 avocats qui se sont constitués spontanément pour me défendre. Le Mali doit être là-bas, même avec 200. Il faut que ce soit même 200 avocats qui sortent pour défendre le Mali. Parce que la défense du Mali, c'est notre défense. C'est la défense de l'Afrique. Le Mali, c'est la prunelle des yeux de la révolution africaine actuelle. Il faut que cette affaire, les minutes de ce procès, doivent être retransmises en mondovision. Ça doit être un feuilleton, la démonstration de la duplicité algérienne. Nous allons mettre à la disposition de cette affaire tous nos moyens de communication. Nous allons analyser le moindre détail du procès. Nous serons à l'écoute des minutes. Tous les éléments croustillants de ce procès feront partie de la thérapie, le soin africain. Parce que c'est ça qui guérit l'Africain de la lâcheté. Il faut déguster les actes positifs. Il faut les observer. Il faut en tirer toutes les leçons. C'est comme cela qu'on redevient pleinement humain. Le Mali, à travers le président Goïta et ses compagnons, pose un acte de thérapie psychologique collective des Africains. Les Africains se sentent mieux quand il y a des dirigeants qui se comportent comme ça. Vraiment, quand on marche là, on respire, on est content. Quand on mange, on a encore plus d'appétit. Oui, quand on a des dirigeants comme ça. Pas des dirigeants farfelus comme Biya Paul du Cameroun, ou Ouattara Draman, ou Talon Patrice, ou Bazoum Mohamed. Pas des dirigeants farfelus comme ça. Je parle de vrais dirigeants, comme le président Goïta. Il a fait ça, il a assis. Et quand il fait ça, il fait que nous aussi, on s'assoit bien. On est calé comme ça dans nos chaises. On dit, ouais, celui qui a affaire à nous, il sait qu'il a affaire à des hommes. Laurent Gbagbo a dit un jour, le plus important dans l'action politique pour l'Afrique, c'est que quand tu as fini de poser un acte, quand tu passes, celui qui te voit là, il doit dire, voilà, ça c'est un homme qui passe. Oui! J'adore beaucoup cette image du président Gbagbo. Il dit, en politique là, tu dois agir de telle façon que quand tu passes, même si c'est en caleçon que tu passes, hein, on dit voilà un homme. Et c'est ce que le président Goïta est en train de faire. C'est ce que le président Traoré est en train de faire. C'est ce que le président Tiani est en train de faire. Comment vous faites pour les détester même? Je parle des Africains. Comment même un Africain normalement constitué, avec un cerveau relativement sain, peut-il détester ces hommes sans être en réalité suicidaire? C'est-à-dire s'auto-détester, se détester lui-même. Comment tu ne peux pas t'aimer mieux quand tu vois des dirigeants qui défendent les intérêts de leur peuple avec autant de courage? Comment tu peux ne pas être fier, africain? Je me pose souvent cette question. Eh bien, cette plainte contre le régime corrompu, criminel, le régime terroriste d'Algérie, cette plainte est un acte de thérapie collective pour les Africains. Marchons avec le même courage que les Maliens d'aujourd'hui. Et disons aux Maliennes et aux Maliens, c'est une chance inouïe d'avoir des dirigeants de cette trempe. Pour vous, pour nous, à Bamako. Tout n'est pas parfait. Le Mali n'est pas le paradis sur terre. Il y a du travail à faire pour ramener la prospérité à la totalité de notre peuple. C'est vrai. Mais ce travail est à l'œuvre. Ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui s'inquiètent pour leur peuple. Vous pouvez ne pas aimer leur tête. Vous êtes obligé quand même de saluer leur œuvre. Muna nyongo abu kite owa bambele mokunda. Dit la langue douala de mon pays natal. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. Quand on regarde ce que les Biya font, les Sassou font au Cameroun, au Congo, les Oligui font au Gabon, on regarde ce que fait Talon au Bénin, ce que fait Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Sénégal, ce que se fait Ouattara en Côte d'Ivoire. Quand on regarde ça, c'est la nuit. Quand on regarde ce que Assimi Goïta
Traoré Ibrahim et Abdourahmane Tiani font au Sahel, là c'est le jour. Oui, la nuit d'un côté, le jour de l'autre. Ayons le courage de saluer la lumière quand elle brille. Il ne faut pas que la lumière vienne et que les hommes ne la reconnaissent pas. Elle est là. Elle est dans la révolution sahélienne, qui est la pointe avancée du javelot de la révolution africaine. Qu'ils soient bénis, nos dirigeants. Vraiment qu'ils soient bénis. Je n'ai pas de mots pour saluer cette plainte. Et que cette plainte en accouche d'autres. Je rappelle à tous les États africains qui le veulent que moi, Nyamsiwa Cameroun, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, association légale de droit malien basée à Bamako, j'ai à ma disposition une équipe d'avocats compétents, une horde de docteurs en droit et de maîtres des prétoires pour toutes les plaintes internationales des Africains. Que personne, qu'aucun État ne dise on n'a pas été conseillé. Qu'aucun État ne dise on ne peut pas le faire. On doit le faire. Il est temps de battre le fer de la vérité et justice, car il est chaud. Hikijam Ligwengen. Chaque chose a son temps. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français.